Donc bonjour à tous, ça y est, c'est la première, l'officielle. Et j'ai pour honneur de vous présenter un invité qui nous vient tout droit du Portugal. C'est un honneur de le recevoir et c'est pas pour rien que c'est le premier à être présent dans cette série de podcasts. Et c'est Michael. Michael, comment tu vas? Salut, salut. Merci Romain déjà pour ton invitation. C'est un honneur pour moi, dû à l'amitié qu'on a depuis des années. Donc, pressé de faire cette interview, voir ce que ça donne, ce Eh ben, podcast. merci à toi de jouer le jeu. Une première, c'est toujours important. On se Un souvient plaisir. toujours de sa première, on dit, hein. Donc je pense qu'on se souviendra de celle-là. Et tu reviendras pour la centième si tout va bien. J'espère. Donc voilà, donc c'est un podcast qui s'intitule L'alchimiste de ta vie. Parce que j'ai décidé, après une nouvelle orientation professionnelle, hein, puisque maintenant je suis coach de vie et coach professionnel, c'est d'inviter les gens, les personnes qui ont marqué mon parcours de vie. Et j'ai trouvé que grâce à leur histoire, ils ont tous une histoire particulière qui montre que tout est possible. Et moi, toutes les personnes que j'ai pu côtoyer dans ma vie, ils m'ont beaucoup apporté. Donc, je voulais en faire profiter un maximum. Donc voilà, et je sais que toi, Mickaël, tu as une histoire assez singulière. Et tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ton histoire de vie parce que ce podcast, on va l'organiser autour d'un outil. Un outil que j'ai appris en coaching, justement, qui s'appelle la ligne de vie. La ligne de vie, ça permet de prendre conscience un peu de ses forces, de ses talents, pour mieux comprendre le présent et mieux aborder l'avenir, hein, qu'on dit souvent incertain. Et moi, j'ai envie aux personnes qui ont une histoire de vie incroyable, montrer que l'avenir peut être serein même quand le présent ne l'est pas. Donc voilà, Mickaël, hein, c'est un peu comme mon frère, hein, donc c'est pour ça que c'est assez particulier qu'il soit le premier invité. Donc ce que je te propose, Mickaël, c'est de justement te présenter rapidement Ok, pour que ok. les gens apprennent à te connaître, hein, puisque Bien on est au sûr, bien sûr. Portugal actuellement, là, on est au Portugal, hein. Exactement, il est 9 heures au bled là. Donc déjà, mon nom c'est Michael Ribeiro. Donc, je suis né en France. J'ai 32 ans. J'ai tiré un certificat aussi il y a de cela 2 ans. Et depuis là, je me suis orienté dans l'éducation de l'enfance pour essayer d'implémenter aussi justement le coaching, etc. Et donc voilà, depuis 1 an et demi, je suis en train de finaliser cette formation donc dans la jeunesse pour commencer à partir de septembre. Alors, ce nouveau défi, on va voir ce qu'il va m'apporter et ce que je vais apporter aussi à ce monde-là. Super, super. Merci pour ta présentation. De toute façon, on va apprendre à te connaître tout au long de ce podcast. Et juste avant qu'on commence, j'aimerais un petit peu leur présenter l'outil. D'ailleurs, je vais faire apparaître, vous allez voir un petit peu l'outil, hein, pas la ligne de vie de Michael, mais l'outil comme il l'a fait, il a pu le voir. Donc en fait, la ligne de vie, on trace un trait horizontal et un trait vertical que vous pouvez voir apparaître. Et en fait, on part à l'intersection de ces deux lignes, hein, et on met sa naissance. Donc pour Michael, c'était il y a 32 ans déjà, hein, même s'il paraît plus jeune. Et après, l'idée, c'est, vous allez voir qu'il y a deux côtés, hein. Il y a le haut où vous pouvez voir marqué sommet et le bas où on peut voir marqué vallée. Et c'est de mettre les événements qui ont marqué sa vie, que ce soit positivement ou négativement, au moment où on l'a vécu en tout cas, et justement de les mettre à l'aide d'une croix. Et quand on a tous ces événements qui sont placés, ça nous permet de tracer une ligne qui peut être en dents de scie, comme un peu toi, Michael, on voit qu'elle varie, ou rectiligne, ça dépend de vous, de votre perception des choses. Et l'idée, c'est de revenir sur ça pendant cet entretien. Et aussi, il y a une histoire de projection et de se projeter sur les 5 années à venir. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on va faire avec Michael, hein. On va revenir sur son passé, parler un peu de son présent. Et puis, pourquoi pas, sur la fin, il nous dira quelques mots sur ce qu'il espère sur ces 5 années à venir. Donc voilà, donc pour commencer, Michael, justement, j'aimerais te poser une question toute simple, une question ouverte. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ta ligne de vie? Je peux donner un nom Ouais, qui caractérise. Pour moi, c'est la résilience. la C'est, résilience. ouais, c'est le grand mot de ma vie, on va dire.
D'accord, tu peux nous en dire un peu plus sur ce terme résilience? Ouais. Par rapport à ce que j'ai vécu, rien d'exceptionnel, mais c'est mes défis personnels qu'on a tous. Et c'est vrai que c'est toujours un mot qui m'est revenu, c'est la résilience par rapport aux défis qui venaient à moi et que je surmontais et que je pensais après que j'allais être enfin bien. Et après, il y avait toujours un truc et je devais encore avoir de la résilience. Et je pense que la maturité, en fait, au final, elle se gagne comme ça, quoi. Et par rapport aux attentes qu'on a, qui n'arrivent pas, et qu'au final, il faut faire autrement, il faut improviser, il faut se surpasser. Et donc voilà, c'est pour ça que pour moi, le mot résilience résume un peu, au moment présent, ma vie. D'accord, ok, C'est bah le grand mot, je pense. c'est un beau terme, c'est un terme assez fort, justement, on pourra peut-être y revenir dans un futur live Instagram, hein, puisque ça, on a d'autres projets en cours. Et justement, est-ce qu'il y a un événement particulier que tu souhaitais nous parler justement sur ta ligne de vie là pour débuter? Ouais, ma jeunesse, elle a été assez cool. Simple, j'étais un ado, une enfance tranquille, confortable, me sentant en sécurité. Et c'est vrai qu'à l'âge de 15 ans, donc j'ai perdu mon père. Ça a été la grande expérience de ma vie, la grande épreuve, pour, euh, pour ainsi dire. Et voilà, tout simplement, ça a été un élément déclencheur aussi qui m'a réveillé, entre guillemets, Mhm. à la vraie vie, quoi. Parce que c'est vrai que qui ne côtoie pas fréquemment les difficultés, on va dire, émotionnelles ou Ouais. par rapport à une perte d'un être cher, par rapport à des difficultés même financières ou matérielles, euh, il n'est pas souvent confronté avec des défis émotionnels. Et donc, à 15 ans, cette situation-là, elle m'a réveillé pour la vraie vie, on va dire. D'ailleurs, c'est le premier événement que tu as mis sur ta ligne de vie. C'est vrai que de 0 à 15 ans, tu n'as pas mis d'événement et tu as commencé par ce. Exact. En fait, j'ai l'impression que la mort de mon père, ça a été le début de ma vie, en fait. Ça a été ma vraie vie. En fait, sa mort m'a réveillé, en fait, Bon. pour commencer à vivre. Donc, Ok. c'est ça. C'est Non, ça. c'est fort ce que tu dis. C'est fort. Mais ça veut dire que avant ça, de 0 à 15 ans, tu étais. Comment tu peux expliquer J'étais, ça? En fait, j'étais de 0 à 15 ans, l'impression que j'ai, la perception que j'ai, ouais, Ouais. c'est euh, c'est que j'étais là sans être là, en fait. En fait, c'est comme si que je n'étais pas présent en moi. J'étais dans mes pensées, dans la vie, mais sans la vivre, sans la diriger, sans y mettre mon âme, tu vois, mon intériorité, en fait. Et le fait de sa mort, ça m'a réveillé pour dire, en gros, si tu vis pas, tu vas finir par finir, en fait, par mourir, tu vois, par décéder, peut-être ne pas être qui tu es venu être, en fait. Et donc, c'est ça un peu cet état d'esprit qui est né en moi. D'accord. Comme si tu voulais vraiment affirmer qui tu étais toi et. Exactement. C'était important de vivre, en fait. Ok, c'est C'était ok. ça. C'est fort, puisque c'est vrai, quand on vit le décès d'une personne chère, hein, en plus ton père, on pense surtout aux aspects très négatifs, mais finalement, ce que tu nous dis, c'est que tu en as tiré quelque chose de positif. Oui, après, faut pas. Oui, c'est vrai, là, je le regarde avec ce regard au moment présent, mais c'est vrai que les premiers mois, les premières années, c'est vrai que j'ai eu des sentiments de révolte. Ouais, J'ai renié la vie, j'ai renié Dieu, j'ai même renié mon père, parce que je l'ai un peu pris comme coupable d'être parti, de m'avoir laissé. J'ai fait tout ce processus, quoi. d'accord. Mais au final, et ben voilà, encore une fois, la résilience, elle était présente en moi parce que tout ce que je voulais, c'était ne plus sentir cette douleur en moi. Et ce processus-là, en fait, m'a amené à comprendre qu'il était parti justement pour ça, pour me réveiller à moi-même. Ok, donc quelque part, tu as C'est- su, tu as su te reconstruire, mais c'est vrai qu'au début, quand tu as vécu ce moment-là, c'était quelque chose de difficile. Oui, Et complètement. justement, là, je vois un petit peu que tu es passé par plusieurs stades, justement, après le décès de ton père. Et comment toi, tu as vécu, justement, comment tu as fait pour remonter la pente?
Parce que Ah. souvent, tu vois, ça c'est une question qui revient souvent. C'est que comment on fait pour remonter la pente, même si voilà, on a tous des. Voilà, là, on prend un événement qui est important, qui a marqué ta vie. Mais c'est vrai qu'on peut, tous les jours, il y a des événements qui se présentent à nous. Et comment on fait pour remonter la pente? Ok, alors moi, ce que j'ai fait inconsciemment, là j'arrive à donner des mots à ce que j'ai fait à l'époque, parce que voilà, le coaching, il aborde ça, la PNL aussi. Euh, J'avais donné une signification du coup positive. C'est ça qui a commencé à me donner du courage, à me donner de la volonté de vivre et de surpasser en fait ce moment de deuil. Parce qu'à l'époque, donc voilà, comme je l'ai déjà dit, je le vivais pas bien. Mais après, j'ai commencé à me questionner, à me demander, et si en fait, ce qui était arrivé de pire en moi, c'était ma meilleure force. Et si grâce à ce décès, je pouvais aider les autres à surmonter le leur. Alors la même détresse dans laquelle moi j'étais pouvait permettre aux autres, ou je pouvais aider les autres à surmonter cette même douleur. Et en fait, c'est ça qui m'a donné une force, c'est essayer d'être un témoin de, de cette sortie en fait, de douleur, de résilience en fait. Et donc ça a été ma force, mon moteur. D'accord, ok. Et ça veut dire que à toi, là, tu te positionnes un peu vu que tu as vécu une expérience, que quelque part, tu pourrais accompagner d'autres personnes qui auront vécu une expérience comme toi, tu as vécu. Est-ce que toi, justement, t'as pu t'accrocher à quelqu'un, mis à part ce sentiment là, j'ai vu le sentiment qui t'a habité pour que tu puisses t'en sortir, mais est-ce qu'il y a une personne physique qui a pu t'aider justement à te. Oui, bah déjà toi, ton Ouais, histoire, l'histoire de ton frère, de votre famille, de ta famille, elle m'a toujours inspiré et je pense que je l'ai toujours dit pour moi, c'est vrai. t'as été une référence et tu continues à l'être. Et donc ça a été une force de voir autour en fait qu'il y avait pire que moi, que du moins par rapport à mon histoire que je considérais celle qui était, qu'il y avait pire en fait, qu'il y avait des défis plus compliqués et que les personnes arrivaient à les surmonter avec dignité. Et donc je me suis dit, je peux pas me permettre d'abîmer ma vie quand il y a pire et qui arrivent à être aussi dignes dans leur douleur. Et donc en fait, ça aussi, ça a été une force, c'est les références autour de moi. Bah toi, à travers les films, enfin tout ce qui est un peu conceptuel, tout ça m'a inspiré énormément aussi. Et la lecture petit à petit aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu lis beaucoup de livres. Mais en tout cas, tu en parles avec beaucoup de pudeur, mais aussi beaucoup de. Bah, t'es serein et tu arrives à mettre des mots sur ce que tu as vécu et c'est. Ça veut dire que t'es dans un bon processus, donc ça, c'est bien. Ok, est-ce que tu veux qu'on continue un petit peu ton parcours Oui, et bien qu'on sûr. avance sur d'autres événements que tu voulais évoquer? Bien sûr. Bah, donc du coup après donc j'ai perdu mon père à 15 ans en 2004. 2005 bah, j'étais complètement perdu pour être honnête. Niveau scolarité, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Il fallait choisir. Et il y avait le petit truc à l'intérieur de moi sur le foot, tu vois, le petit moment foot. On veut tous un moment, tous non, mais majoritairement, tu connais. Les On veut être croisés, évidemment footballeur. croisés, toi-même tu Moi, sais. non. Toi, tu peux le dire. En plus, tu l'as vraiment vécu, frérot. Et c'est marrant. C'est curieux. C'est pas marrant, mais c'est curieux. Et du coup, ouais, bah, je suis parti au Portugal en vacances, comme tous les ans. Et du coup, il y a un cousin à moi Hugo, que tu connais. Ouais, Il était ancien footballeur. exactement. Il était bah, en processus de professionnalisation dans le football. Il était en train de devenir joueur professionnel. Il avait eu sa chance en tant que pro. Et du coup, il m'a demandé si ça m'intéressait aller dans le club qui l'a initié dans le monde professionnel. Et je lui ai dit, bien sûr, faire des tests et tout. J'étais super partant pour ça. Et du coup, bah, en août, du jour au lendemain, quand il parlait avec moi, j'étais super content. J'ai parlé à ma mère. J'ai fait, écoute, maman, j'ai besoin d'aller rester au Portugal au mois d'août. Il faut que j'aille sur Lisbonne faire les détections pour que je reste. Et s'ils me veulent, moi, je reste. Ouais, je lui ai presque pas donné d'autre choix que d'accepter. Et ma mère, elle a toujours été très compréhensive. Elle a toujours accepté que je fasse, entre Hmm. guillemets, ce que je veux. Du moment que j'assume après les responsabilités. Ouais, c'était important pour toi qu'elle valide. Qu'elle- Oui. Ça a été, bah,
presque beaucoup de choses que j'ai fait. Bon, on abordera après le thème, mais beaucoup de choses que j'ai fait, c'était par rapport à ma mère, surtout. Je voulais toujours l'avoir contente de moi et c'était la principale force aussi, Ok. de me mettre fort. Et du coup, donc voilà, je suis resté au Portugal. Les détections se sont bien passées. Ils m'ont dit de rester. Donc du coup, bah, je suis resté. Et je suis resté genre. Donc après, il fallait que je traite l'école. Parce que du coup, forcément, je viens plus en France. L'école, j'allais commencer donc Donc à là, attends, Boulogne. si on récapitule, toi, Dis-moi donc. t'es né en France, pour que les gens Exact. connaissent, moi je connais ton parcours Oui, bien, bah oui, c'est vrai, mais c'est t'es sûr. né en France et du coup, t'as grandi en France avec des Exact. parents qui sont d'origine portugaise, qui sont venus, et à 16 ans, c'est ça, vers 16 ans, Ouais, 16 ans. Moi, j'avais tu, 16 ans exactement. ouais, tu décides d'aller faire un test pour ceux qui connaissent, c'est Football Club de Benfica, c'est Exactement. ça, hein. C'est pas Benfica, le grand club qu'on connaît, Et c'est ouais, une filiale, on va dire. À l'époque, c'était une filiale parce qu'ils n'avaient pas de centre de formation, on va dire. voilà, qui est quand même un bon niveau là-bas au Ouais, Portugal, ouais, qui est ouais. réputé. Bah, Gelson Martins et Ruben Semedo, ils sont de là-bas. Voilà, donc des professionnels actuellement. Et du coup, tu as fait des tests et ils t'ont pris. Exact. Ok. Voilà, Donc c'était voilà. juste Ouais, pour que les gens se situent en fait. bien sûr, bien sûr. Ouais. Et donc voilà, moi je suis resté, mais forcément j'étais mon école, le lycée, j'étais déjà inscrit à Gustave Eiffel pour faire la mécanique. Hermon, Je sais plus, 95 pour ceux qui connaissent. c'était quoi? C'était Électrotechnique, non? non, là ça c'était mon BEP Ah, c'était après. après, ouais. Celui-là c'était mécanicien de machine à laver, un truc comme ça, tu vois. D'accord, ok. Et Que t'avais choisi ou par défaut? ouais, bah par défaut, j'avais choisi par défaut entre guillemets parce que je ne savais pas du tout quoi faire. C'était à côté de la maison, c'était manuel, ça m'intéressait, donc voilà, ça a été dans la simplicité. Et donc voilà, j'ai dû donc appeler l'école, gérer un peu tout ça avec l'aide de ma mère, de mon frère et tout. Et du coup, il fallait que je m'inscrive aussi à l'école au Portugal. Faut que j'ai un cursus scolaire quand même, pas que j'ai que le foot. Donc voilà, j'ai réussi. Ma grand-mère aussi elle nous a aidés parce que du coup, je suis parti vivre à Lisbonne avec mes grands-parents. Et donc voilà, j'ai commencé l'année scolaire, tout allait bien, entre guillemets. Donc j'étais content au foot. L'école, moins bien, parce que émotionnellement, j'étais pas bien. J'avais pas de structure, j'étais perdu totalement. J'avais pas, bah, j'avais perdu mon père, donc j'ai un manque de repères aussi, de structure. Qu'est-ce qu'allait être C'était ma vie? récent. Hmm. Ouais, c'était encore trop frais et j'avais pas la maturité pour gérer tout ça. Donc au bout de 3 mois, j'ai décidé de revenir en France parce que je sentais que je pouvais partir mal. Mauvaise fréquentation et partir dans le chemin le moins correct, pour ainsi dire. Donc, je suis revenu en France, tout simplement, et j'ai fait genre 8 mois. Bah, Juste avant, je veux juste qu'on s'arrête un petit peu sur cet épisode au Portugal. Donc, tu as fait 3 mois. Et dans ces 3 mois, donc le foot, ça se passait plutôt bien. Tes performances étaient bonnes. Voilà, tu moi, étais j'étais bien intégré au reconnu. club. Oui, je jouais, j'étais reconnu, tout allait bien, tout se passait bien au foot. C'est juste que le rythme, en fait, ne me convenait pas parce que j'allais à l'école, je sortais à 5 heures. À 5h30, il fallait que je prenne l'autocar. T'étais loin de ton lieu où tu habitais? Ouais, 1h30 de transport. Ouais, quand même. Je revenais, il était vers 22 heures et tout. Et tu devais J'arrivais, j'étais. ouais. Et tu vois, c'était un rythme grave et j'avais pas en fait de pause pour me guérir, entre guillemets, tu vois, intérieurement. Et ça, j'étais pas bien, j'étais tout simplement pas bien à cette Et aussi époque-là. le fait de, même si tu es d'origine portugaise, hein, tu y allais tous les étés et même plus, le fait de te retrouver dans un contexte, dans une autre bah, culture finalement, culture et même au Mhm. niveau du langage, même si tu parles maintenant parfaitement le portugais, mais même à l'époque tu le parlais peut-être un peu moins bien, mais tu n'avais pas le portugais courant de ceux avec qui tu étais peut-être à l'école. Est-ce que ça aussi, ça t'a un petit peu perturbé dans l'intégration dans l'école? Alors ça, non. J'ai toujours été convaincu que j'allais au Portugal. Je sais pas c'est quoi, j'arrive pas à l'expliquer, mais il y avait quelque chose en moi qui me disait que ma vie était au Portugal. Depuis tout Donc petit? tout petit, j'arrive pas à le dire parce que c'est pas aussi concret que ça, parce que c'est un sentiment et j'arrivais Bien pas sûr. à l'exprimer ou à mettre des noms. Mais je savais que j'avais cette envie que France, c'était pas le pays où je me sentais vivre heureux en tout cas.
Et le pays que je connaissais le mieux, c'était Portugal. Et j'ai toujours eu des bons souvenirs liés au Portugal. Et donc, Ouais, je sais pas, j'avais une bonne perception que ça pouvait être mon futur pays. ok. Et en tout cas, oui, donc la langue, elle a jamais été un poids parce que je me suis toujours senti un peu portugais, tu vois, dans Bah, ma tu es. manière d'être. Oui, ouais, non, mais voilà, j'ai toujours été sentiment d'intégration, je me suis toujours senti bien au Portugal. Et du coup, ça me mettait un plaisir à l'école. C'est vraiment je me sentais pas en sécurité émotionnellement, en fait. J'avais Ok. vraiment besoin de revenir. Ok, donc du coup, tu es revenu en France. Exactement, revenu à la base. Donc, près de ma mère et de mes frères, parce que j'étais parti tout seul, du coup, j'avais pas de. Donc, j'ai mes frères et sœurs qui étaient au Portugal avec ma mère, en France, pardon. Donc, je suis revenu à la base pour me recueillir. Et, euh, et après, bah, j'ai fait, comme l'école, elle m'acceptait plus parce que j'avais donné ma place. J'ai attendu donc que l'année scolaire finisse pour initier donc le BEP électrotechnique, comme tu as parlé plus tôt. D'accord. Et quand tu es revenu, le fait d'arrêter le foot, puisque tu avais initié, tu avais quand même lancé un grand projet et tu avais cette idée de percer dans le football, c'était pas trop difficile le retour, on va dire, à la réalité? Bah, j'étais dans un sentiment tellement de survie que, on va dire, ce choix-là, je l'ai même, c'est pas que je l'ai souffert, mais je l'ai vécu plus tard. Parce que ma priorité, c'était plus le foot. Ma priorité, c'était plus l'école. Ma priorité, c'est juste essayer de ne plus avoir de douleur, tu vois, de ne plus être en souffrance. C'était un peu, j'étais en mode survie, en fait. Et donc, en fait, ce que je sentais que j'avais besoin, c'était juste de me recueillir, d'être tranquille, de ne pas, d'être dans un milieu tranquille, en fait, tout simplement. Dans ton cocon, tranquille, histoire que tu te reviennes. Exactement. Ok. Et du coup, donc les 8 mois passent, et là, tu fais ce choix du J'initie. BEP électrotechnique. Exactement. Donc voilà, parce que l'électricité, mon père travaille dans le bâtiment, je vois tous mes oncles qui travaillent dans le bâtiment, c'est un peu stéréotypé, mais c'est Grave. c'est- Je suis c'est la vérité. portugais, je suis portugais, C'est, attends. non, mais c'est la vérité, donc avec beaucoup de fierté. Mais voilà, donc Bien sûr. après j'ai fait le donc BEP électrotechnique Mais parce ça, que je c'est pense quand que même juste, je t'interromps là-dessus, mais c'est un point important parce que moi, je côtoie quand même pas mal de jeunes et nous, on l'a vécu pleinement cette période-là. En plus, c'est l'époque où on s'est rencontrés. Mais c'est vrai que c'est assez difficile à 16-17 ans de dire, ouais, dans quel domaine je vais. Et tu as cette pression sociétale, cette pression parentale, tu vois, sociale, qui te dit que tu dois faire un choix, tu dois aller à l'école comme tout le monde, tu dois trouver un travail comme tout le monde, tu dois trouver quelque chose. Et c'est pas facile de s'extraire de ça. ah, complètement. Et pour te dire, la phase que j'étais, donc c'est 6 mois ou 8 mois, je sais plus, il faut faire les calculs, mais ma mère, elle m'a obligé, entre guillemets, mais à faire une formation à distance pour que je Mhm. puisse me former, parce que voilà, comme on parle, c'est la préoccupation des parents qu'on ait des diplômes et qu'on s'en sorte, tu vois, c'est naturel. Et du coup, bah, j'avais fait des diplômes de dessin, trucs comme ça, j'avais fait Ouais, mais ça dans t'as dans encore ce petit talent, l'éducation. cette petite fibre de Non, mais dessin. c'est vrai que c'est toujours un des thèmes qui m'ont intéressé, et même dans l'éducation, j'avais fait un truc de l'enfance, un truc comme ça. Et que j'avais pas fini d'ailleurs. Tantôt l'un comme l'autre, j'avais pas fini. Parce que voilà, manque d'accroche, manque de volonté, j'étais pas bien tout simplement. Donc voilà, après j'ai continué, donc je me suis lancé dans le BEP électrotechnique, qui, qui a été très dur de me convaincre de le faire d'ailleurs. C'était vraiment. Ma mère, elle a une patience de. Elle a Infini. une- Ah oui, elle a une patience. Et du coup, bah, je me suis lancé. Et donc voilà, après 2 ans, donc j'ai fini ce BEP pour enfin pouvoir aller au Portugal et avoir un travail, pardon, et me stabiliser. Et quand tu dis enfin, c'est-à-dire que il y avait une sorte de contrat qui s'était mis en place? Bah pour moi, involontairement, oui, si je voulais que ma mère, elle soit tranquille et si ça passait par avoir un diplôme, même Ok. si ce diplôme-là ne m'intéressait pas forcément quoi, au moins j'avais quelque chose. J'ai un diplôme, tu connais, fais un diplôme, n'importe quoi, mais un diplôme. Et donc, voilà, j'étais satisfait, j'avais fait soi-disant mon travail. Et après, comme ça, je pouvais aller au Portugal, commencer mon projet de vie, on va dire. Ok, donc ouais, persévérance quand même, patienter 2 ans, faire un diplôme auquel tu n'as pas forcément envie de faire. En plus, assez loin de chez toi. Là, c'était plus avec Gustave Eiffel. C'était sur Paris, non?
Oui, exactement, dans le 16e, c'était côté et tout. C'était dans un lycée d'ailleurs privé et tout. D'ailleurs, pour Et la petite histoire, je t'ai accompagné, tu te souviens? je m'en rappelle pas, frérot. Et oui, je t'ai accompagné à la fin C'est de vrai? l'année. Je crois que c'était pour aller récupérer ton diplôme. Je sais plus pourquoi, mais on était Ah, parti en fin d'année, magnifique, je me souviens. Je me souviens. magnifique. J'ai oublié, j'ai essayé d'oublier beaucoup de phases de cette époque-là. Pour moi, c'était une torture, ces C'est 2 ans. peut-être pour ça, mais moi, je m'en souviens très très bien. Et donc, ouais, donc voilà, après ces 2 ans, je suis parti Donc direct au après ces deux Portugal. ans là, t'as quel âge? 18, 19 ans? Exactement, ouais. Au niveau du foot, vu que tu l'as beaucoup évoqué, t'as tiré un trait dessus? Ouais, plus ou moins, bah, au milieu de ces 2 années-là, au milieu de l'année, donc en décembre de la première année, je suis parti sur Estoril et j'ai fait des tests. Estoril, qui est un club Et actuellement de deuxième division au Portugal ou je première? crois qu'ils vont monter en première là cette année, je Ok, donc crois. c'est un top club, top club. Ouais, ça va, ouais, à l'époque, ouais. Et là aussi, ça va. Et donc, ouais, je fais les tests et ils veulent me garder. Bah, je fais la première semaine, ils veulent me garder une deuxième semaine. Et du coup, c'était la fin des vacances d'école. Donc, je leur disais, soit vous me confirmez que je reste, soit je pars. Et du coup, ils disaient, ouais, on peut pas te confirmer ça parce qu'il y a plein de joueurs et tout. Donc, en fait, j'ai lâché, j'ai pas résisté, tu vois, j'ai pas. Je suis parti. Je suis D'accord, ok. revenu en France, normal. J'ai continué donc l'année scolaire. Et puis après, voilà. Quand je suis arrivé au Portugal, j'ai essayé de faire du futsal, mais c'était pas trop mon dada. Donc j'ai pas continué tout simplement. J'ai que le week-end avec des Bah, potes, quoi. Rien de ouais, professionnel. il y a quand même quelque chose que tu n'as pas évoqué dans cet appel aussi au Portugal, c'est qu'il y avait une personne aussi qui t'attendait au Portugal. Oui, 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 bah oui. Bah du coup oui, quand j'étais au Portugal la première fois, donc à mes 15 ans, donc j'ai commencé à me relationner. C'est comme ça qu'on dit relationner, parce que des fois je parle en français. Non, pas à être J'ai commencé à côtoyer. à Donc, côtoyer, exact. côtoyer ma femme. Je ne suis pas marié, mais je la considère comme ma femme. Mm. Donc, j'ai commencé à côtoyer. Actuel. Exactement. Rita. Donc, après, je suis revenu en France. Donc, on a fait 2 ans d'amour à distance. 2 ans, plus ou moins. C'était pas totalement à distance, parce que j'y allais tous les ans, des fois plus qu'une fois, comme tu l'as dit. Donc, on se voyait, ça va régulièrement. Et donc, voilà. Elle venait aussi, non, de temps en temps. Ouais, moins que moi, mais oui, elle venait aussi. Et donc voilà, après ces 2 ans, donc t'as poussé un thème. Donc ouais, après je suis revenu, donc je suis allé au Portugal et donc voilà, j'ai pu m'installer tranquillement et commencer à vivre aussi ma relation plus sérieusement avec elle. Donc ça a été aussi une très bonne chose. Donc là, tu arrives dans un nouveau pays, puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient aller à l'étranger. C'est un peu voilà, genre, beaucoup qui ont envie de quitter la France, hein, un peu que le pas que tu as franchi, il y en a beaucoup qui ont l'envie, euh, peu qu'ils franchissent finalement. Donc toi, vu que tu l'as franchi, quand tu arrives au bout de ces 2 ans, enfin au bout de ces 2 ans en France, là, quand tu arrives au Portugal, dans quel état d'esprit tu es? Je suis dans un bonheur, dans une confiance, dans une foi incroyable. J'ai vraiment senti que j'étais, ok, ça, ma vie, elle va commencer maintenant. Ouais, ça a vraiment été parce que déjà, Rita m'avait rapporté une stabilité émotionnelle aussi, il faut le dire. Bien sûr. Elle a toujours été près de moi pour tout et au long de ma vie, bah, par rapport à ce qu'on va parler, bah, elle a toujours été là, parce que ça fait 15 ans que je suis avec elle. Donc voilà, c'est très fort. Et ça m'a permis aussi de pouvoir m'émanciper. Et ses parents aussi, ils ont été incroyables pour moi. Ma grande sœur, entre-temps, elle était venue au Portugal, donc ça m'a aidé aussi d'avoir une autre structure émotionnelle, une référence. Ma grand-mère aussi a été incroyable. Donc franchement, je sentais que j'étais dans l'endroit parfait, avec les personnes parfaites. Tu vois, tout était aligné pour que ça se passe bien en fait. J'étais vraiment dans une bonne Dans un confiance, bon état d'esprit. dans un bon mood. Mais c'est vrai que c'est souvent ça qui ne fait pas franchir le pas, c'est qu'on s'imagine le pire, on pense au négatif. Et toi, dans tout ce que tu dis là, quand tu es arrivé au Portugal, il y a que des choses positives en fait. Ah ouais, complètement. Moi complètement. Sincèrement, c'est quand on me demande si tu penses revenir en France ou pas, mais pas du tout. Parce que moi, à l'époque, tu dois l'imaginer, mais ma famille, elle était un peu.
Tu vois, là, t'as un peu, mais qu'est-ce que tu vas faire au Portugal? La crise financière, tu vois, c'était à l'époque de la crise et tout. C'est vrai, Toi, maintenant, aujourd'hui, le Portugal s'en sort très bien, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un choix risqué hein, c'est sur le papier. exact. Et pour moi, ça a toujours été une évidence, en fait. Donc, et quand je pense que à l'intérieur de toi, tout est comme une évidence, pour faire la petite référence, Mhm. et ben, je pense que c'est en fait c'est naturel. Pour te dire, j'ai même pas le sentiment que j'ai eu du courage. Pour moi, c'était simplement le chemin à faire, en fait. Donc, je sens pas que j'ai eu du mérite, en fait, pour le faire. Donc, voilà, Ok. tout simplement. Mais Donc, je comprends tout ce que tu as dit, c'est vrai, c'est pas facile, mais voilà, parce qu'il faut se focaliser sur les peurs et pas sur ce qu'on peut gagner. On se focalise sur ce qu'on a peur de perdre. et toi, tu t'es focalisé sur toi, sur tes émotions, sur ce qui t'a appelé aussi. Hein. On ressent un peu ce côté appel. Et bah, c'est ça qui a fait la différence. Tu étais confiant. Et voilà, là, on va voir la suite, mais la suite te donne raison. Rocambolesque. Te donne raison. Ok, donc tu arrives au Portugal et donc là, tout va bien émotionnellement. Tu retrouves Rita, t'es bien. Stabilité aussi au niveau bah, de la maison. Tu trouves un appartement. T'es bien installé. Exactement. Et alors, comment ça se passe là, ces premières années au Portugal? Ma première année, déjà, j'avais pas réussi ma conduite en France, mon permis, donc C'est fallait que... vrai. Ouais. J'étais dégoûté, je pensais que j'allais être tout OK, tu vois, j'allais vraiment être tout parfait, j'avais juste à m'installer au Portugal. Et du coup, bah, j'ai fait cette année, j'ai commencé en 6 mois ou quoi, tous les jours j'allais à la conduite et à la conduite et au code. Tu vois, tous les jours, du matin au soir, je faisais, en fin d'après-midi, quoi, je faisais code, 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 après conduite, conduite, conduite. En 6 mois, je crois, et ben, j'ai eu le permis. Et bah, après, j'ai commencé à trouver un travail. Tout ce processus, ça s'est passé un an. Donc en 2019, en septembre 2019, je commence à travailler. 2019, non, 2009, pardon. 2009, je commence à travailler. Et puis voilà, après, ça commence bah, les premiers salaires. Toi-même, tu sais, la sensation, ouais, on va croquer le monde, on dirait. Mais voilà, tout simplement, ça a été mon premier travail. Et du coup, le travail que tu choisi, c'est celui bah, dans lequel tu avais étudié en France. Exact, enfin pas totalement, mais il y avait une branche, oui, en fait, c'était dans l'électromécanique, c'était tout ce qui est système de bombage, piscine, Ok, système de filtre et tout. Donc il y avait un peu forcément d'électricité parce qu'on gérait les cadres électriques de ces installations-là, quoi. Mais sinon, il y avait d'autres choses. ok. Mais oui, pendant 3 ans. Donc, pendant 3 ans, tu fais ça, et puis après, alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, au milieu de ces 3 ans, il y a un petit souci de santé qui s'est passé. Ouais. Comme, comme tu le sais, j'ai eu un pneumothorax. Je sais pas si tu veux que je rentre dans les détails ou pas, c'est Ouais, quoi? juste Les gens. l'expliquer de manière assez simple pour que les gens savent Ok, un peu de quoi bah tu en parles. fait, tout simplement, c'est quand le poumon, en fait, il a une bulle d'air, il se trouve, cette bulle d'air, elle explose, on va dire, et le poumon, en fait, il perd son air. Et comme la cage thoracique, elle est fermée et l'air, il fait la pression sur le poumon n'arrive plus à se développer. Et en fait, tu arrêtes de respirer, en fait, tout simplement. Et donc, c'est ce qui m'est arrivé spontanément. Normalement, c'est à travers un effort ou quoi. Et moi, ça a été spontané au milieu du travail. J'étais en plein travail, donc j'ai même cru que c'était un AVC, un arrêt cardiaque, parce que c'est les mêmes symptômes. Ok. Donc, j'ai été à l'hôpital, genre en urgence et tout. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Toujours avec des petites blagues et tout pour décontracter l'atmosphère. Et quand j'arrive, tu vois, j'avais des douleurs incroyables. Et quand j'arrive, eh ben, on me dit que c'est les poumons. Après, j'ai tout de suite commencé à penser à mon père. Parce que du coup, mon père, il était décédé du cancer des poumons. J'ai fait, est-ce que, tu vois, c'est pas Mm. héréditaire et tout? Qu'est-ce que c'est? Parce que les médecins n'arrivaient pas à nous expliquer ce que c'était. C'était une maladie que je connaissais pas du tout. Et personne dans mon entourage ne la connaissait. Donc, ça a été quoi? Ça a été une année en gros, hein. Une année d'intervention. J'ai fait genre 6 mois de récupération. L'hôpital, en gros, il faisait pas la chirurgie, donc j'ai été transféré dans un autre hôpital. L'hôpital, il a fait la chirurgie, passé 6 mois. Donc, je fais la chirurgie. Passé 2 mois et demi, il m'arrive la même chose au poumon droit.
Enfin, je sais plus si c'est poumon gauche en premier, après poumon droit. Donc, tu as Mais eu les en deux deux mois, poumons en peu de temps. exactement, j'ai fait la totale, vite fait, bien fait. Pour te dire, la deuxième fois, je savais déjà c'était quoi le symptôme, donc je suis allé tout seul à l'hôpital. Tu vois, j'ai été, j'ai fait écouter, je sais que c'est quoi, limite, j'allais me faire la chirurgie tout seul. Écoutez, je sais c'est quoi et tout, c'est ça, c'est ci, il faut me faire ça. Écoutez, j'ai déjà eu le côté gauche, j'ai eu l'impression que c'est le droit. Bref, en fait, en tout, genre pendant une année, j'ai été dans ce traquenard. Et après, j'ai été direct passé 15 jours de la deuxième chirurgie, donc je suis retourné travailler. Donc. Et tu as eu peur pendant cet événement Ouais, t'as Encore une ressenti de la fois, peur ou pas? ouais, en fait, j'ai ressenti de l'appréhension, parce que je savais pas c'était quoi, c'était l'inconnu, quoi. Qu'est-ce que c'est pas. Et en même temps, c'était la meilleure chose qui m'est arrivée. C'est vrai, Alors là, il faut que c'est tu nous expliques pourquoi, là. parce que bah, je veux l'expliquer parce que c'est tellement clair pour moi. C'est simplement quand on est dans cette frénésie du travail, 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 on a l'impression que on est nécessaire à chaque fois, à chaque moment, qu'on doit toujours être là au top. Et la maladie, cet arrêt maladie m'a fait comprendre qu'en fait, même quand je suis pas là, je participe pas à la société, à la vie. La vie, elle continue sans moi et tout va bien. Et ça m'a donné une calmitude, une calme. J'étais là, j'étais tranquille. Je fais en fait, pourquoi je me préoccupe tellement à essayer de gérer tout, contrôler tout, que tout le monde aille bien. Et en fait, ça m'a donné une tranquillité à me dire en fait, la vie, elle continue quoi qu'il arrive. Tu vois, c'est. Et donc ça m'a donné encore une fraîcheur, une sagesse à l'intérieur de moi qui m'a fait énormément de bien. Donc personne n'est indispensable finalement. Exactement. C'est en fait, c'est pour ça, tant qu'on est là, au moins qu'on donne du plus, tu vois, qu'on n'essaie pas de s'entromettre, de s'imposer, en fait, ça sert à rien. Et tu parles de frénésie du travail, ça veut dire que quand tu étais au Portugal, tu étais tombé dans ce processus où tu étais beaucoup en train de travailler et tu te préoccupais plus des autres peut-être que de toi? En fait, ce que je ressentais, c'était que j'étais en train de faire le même chemin que mon père. Tu sais, le travail, Ok. travail, mettre de côté, argent, maison, tu connais. Et je sentais que c'était pas le chemin que je voulais, mais en même temps que j'étais prisonnier de ce tourment-là, ce cycle, cet héritage social qui existe un peu. Et en fait, en fait, c'est pour ça que pour moi, ça a été un truc positif parce que c'est ça qui m'a permis de briser vraiment ce cycle, de comprendre en fait. Et malgré le chemin que tu voulais pas prendre, tu l'as quand même emprunté parce que voilà, t'as été baigné dans t'as vu ce chemin-là quand tu étais plus jeune? Exactement. Et après, c'est un conditionnement, toi-même, tu sais, inconscient. Ouais. Tu sais que au fond de toi, tu sais que c'est pas correct ce que tu fais ou c'est pas le meilleur, mais en même temps, tu te sens dans l'obligation de le faire. Tu vois, tu sais pas faire autrement. Donc, c'est compliqué aussi. Ou c'est comme si ton corps il t'avait envoyé un signal pour te dire hop, eh. Exactement. Ben, pour moi, c'est exactement ça. La vie m'a dit, mon frère, repose-toi, calme-toi, regarde, observe. Et c'était ça qui était vraiment incroyable. C'est que j'ai pu observer et les gens s'occupaient de moi. Tu vois, j'avais l'impression toujours que je devais m'occuper de moi, des autres, de tout. Et là, c'est en fait, quand t'es pas bien, t'inquiète. Il y a des gens aussi qui vont s'occuper de toi. Donc, permets-toi d'être sage, permets-toi d'être calme. Tu vois, et ça a été une belle leçon pour moi. Bah, comme quoi, après, encore une fois, un événement qui peut paraître bah, négatif, mais tu en retires encore que du positif et c'est clairement l'une de tes forces. Tu vas avoir toujours le côté, derrière chaque mal se cache du bien et tu l'évoques très bien. Ok, donc suite à cette maladie, donc 15 jours après, là, tu te remets au travail direct. Ouais, bah après, l'exigence financière m'oblige à ça. Donc, je commence direct à travailler. Tout se passe bien. Au bout d'un an et demi, il y a la grosse crise donc financière portugaise. Tu vois, tout ce qui est construction, c'est stoppé. Il n'y a pas d'investissement, il n'y a rien qui se développe au Portugal. Rien, entre guillemets. Mais tout s'est beaucoup stagné. Donc, moi, j'étais le plus jeune de l'entreprise. Donc, ils m'ont dit clairement, écoute, on t'apprécie ton travail, on apprécie ton travail et tout, mais tu peux pas continuer parce que les gens qui sont là avant toi, depuis 20 ans d'entreprise, on va pas les licencier, quoi. Donc j'ai fait OK. Donc
Après, c'est une phase, j'enchaîne facilement. Donc j'arrivais pas, donc licenciement. Après, j'arrivais pas à trouver une situation, une situation professionnelle. Donc, ce que je fais, c'est, écoute, l'informatique, ça commençait à, tu vois, être dans la mode. Donc, je tire une formation à distance d'informatique, software et hardware. Ok. Et pendant donc cette année de sans emploi. Et après une année, il y a une situation professionnelle qui surgit, due à une connaissance et tout, qui me propose donc un travail dans la marchandise de matériel électrique. Donc comme c'était mon domaine, l'électricité, j'avais plus ou moins le B.A.-ba, tu vois, c'était assez logique que j'aille dans cette entreprise. Donc voilà, ça s'est fait, ça s'est conclu et je suis resté là-bas aussi 3 ans. Petit à petit, je suis monté les échelons. J'étais genre, au début, je faisais juste, je sais pas comment on dit, mon français, des fois, je le perds. Je faisais la marchandise, quoi. J'allais amener le matériel d'un coup à droite, à gauche au client, Ouais, quoi. livreur. Et Genre de livreur. c'était exactement ça. Et donc, au fur et à mesure, j'étais au balcon pour donc vendre les produits. Après, je commençais à faire les commandes. Après, je faisais les factures. Bref, j'ai commencé à toucher un peu de tout, en fait, parce que c'était une petite entreprise familiale. Et donc, au fur et à mesure, en fait, à partir de 3 ans, je faisais tout. Et ça a été super bon aussi pour moi, niveau confiance, parce que je me sentais quelqu'un, entre guillemets. Mhm. Et donc, voilà, ça a été super important pour moi aussi de passer par là. Et après, après, j'ai changé Ok, donc de au niveau de travail. la confiance, le fait de gravir les échelons, voilà, de Ouais. monter en compétence, mais aussi en confiance. Exactement. Et là, ce qui m'a aussi ouvert les yeux, c'est que les gens, souvent, ils veulent, et après, ils veulent la confiance, et après, ils veulent la prouver. Souvent, les gens, ils veulent le respect ou la reconnaissance sans avoir, et après, ils veulent faire le taf. Ou ils veulent l'argent, et après, ils font le taf. Et là, cette expérience-là de 3 ans m'a fait comprendre que avant de vouloir les choses, il faut que tu sois la personne qui mérite ces choses-là. Ok, donc prouver avant de recevoir, quoi. Exactement, et c'est ça que j'ai ressenti, ça a été très fort en moi, c'est que j'étais pas souvent, des fois j'étais pas content avec ce que je recevais ou les conditions de travail, mais je continuais toujours à essayer, donc encore une fois la résilience, à transformer, donc comme un alchimiste, à transformer donc la révolte, le sentiment d'injustice en amour, en mérite, en courage, pour justement faire toujours un meilleur service, toujours essayer d'être agréable envers les clients, indépendamment des sentiments que j'avais à l'intérieur de moi. Et ça m'a permis aussi de grandir dans l'entreprise. Donc là, tu te sens bien dans cette entreprise, tu montes les échelons. Alors, qu'est-ce qui fait que finalement, tu dures, tu fais 3 ans? Au top, ouais, donc coup, 3 ans parce que je suis un grand curieux, j'ai besoin de nouveautés et j'avais l'impression que j'avais fait le tour en fait de l'entreprise. Tu vois, il n'y avait plus rien à faire. Le seul truc qui me restait à faire, c'était de rester là-bas et de faire exactement les mêmes processus que je faisais tous les jours. Et ça, en fait, ça me perturbait, je me sentais pas confortable avec ça. Et financièrement, je sentais que je pouvais gagner plus dans l'entreprise et j'ai pas senti cette reconnaissance en retour, ou du Ok. moins ouais, cette reconnaissance. Donc après, il a surgi une nouvelle opportunité dans l'informatique et j'allais gagner beaucoup plus. Et je voulais côtoyer cette impression de gagner bien, d'être confortable, en sécurité financièrement. Et donc voilà, je voulais voir comment j'allais réagir à ça, comment j'allais être, qui j'allais être avec un bon salaire, pour ainsi dire. Donc voilà. Donc, tu franchis cette étape-là dans Ouais, l'informatique. exactement. Donc je démissionne, je leur dis que je m'en vais. Ils voulaient m'augmenter. J'ai dit non, bah, c'est pas ça que je recherche maintenant. Et donc je suis parti. J'ai commencé donc l'informatique. Je suis resté 2 ans et demi, je pense, là-bas. Et après je suis parti parce que Donc, je finalement, sens. le domaine où tu avais fait la formation. Ouais, plus ou moins. C'était pas parce que la formation que j'ai fait, c'est software, hardware, c'est très basique. Tu vois, c'est installation, programme et résolution de problèmes, disque dur, etc. Et l'informatique que j'allais faire, c'était plus du développement informatique. Tu vois, Ok, avec nickel. des applications, etc. Donc c'était différent.
Donc là, voilà, donc tu fais cette période en informatique. Du coup, ça dure environ combien de temps, cette période-là? 2 ans et demi, je crois. Ouais. Ok, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Pareil, pour moi, un grand vide. Je commençais à développer tout ce trajet-là qu'on a parlé. Ma spiritualité, elle se développait de plus en plus. Mon ouverture d'esprit, un appel à l'intérieur de moi, il était de plus en plus évident. Et donc, pareil, un grand vide existentiel. Je sentais que j'étais en désadéquation avec le monde dans lequel je vivais, la société, ce que les gens voulaient, entre guillemets, où moi j'étais inséré en tout cas. Et je m'identifiais pas du tout. Les gens, ils voulaient gagner plus, 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 compétitivité, tu vois, Ouais, ouais, c'était ouais. des grands projets, ils se tiraient dessus. Le chef, ils avaient des intérêts parce qu'ils connaissaient. Bref, toute cette tyrannie, je m'identifiais pas du tout, tu vois. Et du coup, bah, j'ai fait c'est tout pour moi, en fait, tu vois. Et donc, j'ai démissionné, j'ai fait, excusez-moi, mais vos conditions de travail, je n'y arrive pas, je ne m'identifie plus du tout, donc je suis parti. Démission, pareil, je ne savais pas ce que j'allais faire, mais je savais que c'était ça que je voulais plus faire. Euh, donc je suis parti. Je voulais voir ce que je voulais faire, ce que ça allait me... Tu vois, cette distance avec ce travail, ça allait m'apporter intérieurement. Si j'allais Ok. avoir un insight, un ou une insight, je sais pas comment on dit, Ouais. euh, un insight sur bah, ce que je voulais vraiment faire. Donc, je fais le coaching en sportif. Je fais le premier niveau. C'est un week-end, je crois. Je me rappelle plus. Ouais, c'était 2 week-ends, je crois. Je fais un petit certificat premier Donc ça, c'est niveau. pour devenir coach sportif, c'est ça? Exactement, ouais. Ok. Donc j'ai fait ça. Et je sentais que c'était grave intéressant, tu vois. C'était le coaching, c'est le truc motivation. C'était mon truc sûr. Mais la manière comment ils abordaient, c'était trop psychologique. Tu vois, il y a une vertu un peu plus spirituelle. Tu vois, il me manquait ça. Une petite, donc j'ai pas approfondi sur ça. J'ai fait le premier niveau. Il y avait plusieurs niveaux. J'ai fait le premier. J'ai attendu donc quelques mois. J'ai vu que j'arrivais pas à trouver ce que je voulais faire. Le stress, l'anxiété de pas avoir de travail et tout, ça m'est venu. Tu vois, j'ai pas réussi à avoir le courage de dominer cette peur. Donc il y a une autre opportunité qui est venue comme par hasard. Donc, bim, je suis reparti dans le même système. Donc, j'ai travaillé dans un projet de Nokia au Portugal pour un D'accord. projet en France. Moi, j'ai travaillé avec Orange, mais au Portugal. Et, Ok. euh, et donc, voilà, je suis resté 8 mois, mais ça a été vraiment pour. En fait, la vie, elle m'a ramené ça vraiment pour conclure, dire Mika, arrête tes conneries, c'est pas ça que tu veux. Mon grand, investis vraiment en toi, arrête tes balivernes. Et donc, c'est ce que j'ai fait, tu vois, pendant ces 8 mois, en fait, je suis sorti, j'ai fait certificat, coaching, j'ai fait formation de formateur, je sais pas comment, c'est ça? Formation Ouais, de formateur. formation de formateur, ouais. Donc, j'ai fait ces deux choses-là. Et après, bah, je me suis lancé dans le diplôme de l'enfance. Donc, Ok, donc technicien voilà, ça d'action fait. éducative. Donc là, c'est la troisième formation finalement que tu enchaînes. Exact, ouais. Ok. Donc là, tu sens que tu as trouvé vraiment un domaine qui t'intéressait et avec lequel tu te projettes. Oui, en tout cas, le coaching et l'humain, le développement humain, c'est complètement mon thème de vie. Maintenant, dans quelle facette? J'ai un grand intérêt pour l'enfance. Donc, les enfants à partir de 7 ans et les adolescents. C'est vraiment ce qui m'intéresse pour l'instant et voir en fait ce que la vie va me proposer aussi. Tu vois, je suis toujours un peu ouvert. J'aime pas fermer mes idées. J'aime ouvrir, au contraire ouvrir en fait ce que la vie a pour moi. Et tu peux un peu développer ce côté spirituel on sent que c'est quand même une branche que tu as assez développée, tu vois, qui est assez fleurie. Est-ce que tu peux un petit peu en parler? Parce que ça peut intéresser certaines Ouais. personnes, hein. Ok, bah déjà le décès de mon père, ça a été une porte. Il m'a ouvert une grande porte. C'est euh, c'est essayer de donner un sens à ce qui n'a pas de sens. Et souvent, justement, pour moi, ça n'avait pas de sens qu'il décède, mais j'ai dû trouver un sens malgré tout.
Donc en fait, j'ai commencé à lire des blogs, Skyblog ou des blogs, des Skyblog, livres. pour les anciens, c'est l'ancien Instagram. Ouais, bah c'est ça, hein. Et à l'époque, j'avais un Skyblog, c'était âme de poète et tout. J'étais dans un délire. C'est vrai, je me souviens en plus. Âme de poète, j'écrivais déjà des textes et tout, tu vois, des trucs sur la vie, en train de philosopher, Et donc j'étais déjà C'est dans ce vrai? délire-là, tu vois. Ouais, ouais, non, C'est après, vrai. je lisais beaucoup de trucs sur les philosophes grecs et tout, tu vois, ça m'intéressait la pensée, le pourquoi, d'où on vient et tout. Donc ça a commencé par là, la spiritualité. J'ai toujours eu cette truc à l'intérieur de moi, cette manière de penser. Et donc voilà, en fait, petit à petit, avec l'autoconnaissance, au final, l'auto-éclaircissement de moi-même, et ben, j'ai compris en fait il y avait peut-être quelque chose de plus. Donc j'ai commencé à creuser, 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 creuser. Et jusqu'à, comme je l'ai partagé avec toi, l'éveil spirituel. Ça, c'est un peu égoïque de dire ça, mais c'est le sentiment que j'ai. Après, je m'attache pas trop à ça, c'est juste pour donner un nom à la chose. Et donc voilà, l'éveil spirituel m'a vraiment en fait ouvert et m'a convaincu qu'il y avait autre chose. Tu vois, on n'était pas qui nous pensons être. On est quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc voilà, bah, depuis, eh ben, j'ai toujours cette facette de la spiritualité dans tous mes concepts que je travaille et que j'étudie en fait. J'essaie Et toujours du coup, d'apporter la spiritualité dessus. et ça se traduit comment au quotidien? Ça veut dire que tu médites, tu fais des choses pour justement te retrouver avec toi-même? Ouais, bah la méditation, oui, je veux pas dire tous les jours mais presque tous les jours, sincèrement, presque minimum 30 minutes. Déjà parce que j'ai l'esprit accéléré. Je suis quelqu'un de très rationnel, qui pense beaucoup, qui analyse beaucoup et tout. Et la méditation, ça a été une délivrance pour moi. Ça a été le meilleur outil que j'ai pu rencontrer pour justement réussir à me contrôler mentalement et à gérer mes émotions. Et sinon, je fais aucune pratique de spécial. D'être de plus en plus conscient de ce que je pense, de ce que je fais, de ce que je ressens, et toujours essayer d'apporter le plus d'amour possible dans ce que je fais. Et si je le fais pas, j'essaie de me questionner pourquoi je le fais pas. Qu'est-ce qui m'empêche d'être une bonne personne? Pourquoi cette personne-là m'a blessé? Pourquoi je me sens blessé? Tu vois, en fait, Mhm. c'est de l'auto-questionnement constant, en fait. Donc, essayer d'être présent le plus possible pour savoir tous les processus qui se passent à l'intérieur de moi, en fait. Pour moi, c'est ça la spiritualité, tout simplement. Après, D'accord. chacun. Bah, c'est vrai qu'en France, même par rapport à la méditation, c'est quelque chose qui est de plus en plus, qui se développe de plus en plus, hein. Je sais pas comment c'est au Portugal, si c'est pareil. Ouais, bah, au Portugal, on a la chance qu'on est très lié au Brésil. Et le Ouais, Brésil, c'est un pays super spirituel. Et du coup, eh d'accord. ben, toutes mes références, la majorité de mes références spirituelles, je les ai beaucoup cherchées, trouvées au Brésil aussi, en fait. Tu vois, il y a beaucoup de personnes dans ce domaine-là, en fait, au Brésil, très développées. Et donc, voilà. Donc, c'est très Et, développé aussi au Portugal. Ça se développe aussi de plus et en ce qui est plus. intéressant, c'est que tu parles de l'équilibre émotionnel. Moi, je t'ai connu, maintenant, ça fait une quinzaine d'années que je te connais. Et c'est vrai que la gestion des émotions, c'était assez difficile pour toi. Tu Complètement. vois, t'étais quelqu'un quand même d'assez explosif quand tu t'énervais, tu avais du mal à gérer cette émotion-là. Et justement, Complètement. est-ce que cette ouverture vers la spiritualité ou même la méditation, ça t'a permis justement de gérer ces émotions bah, qu'on dit négatives, mais finalement qui sont des émotions naturelles, qu'on ne devrait même pas dire négatives. C'est ce qu'on en fait Exact. qui est négatif. Exactement. Non, et complètement. Sans ça, je n'aurais pas su contrôler mon être parce que je pense qu'on a tous une dynamique intérieure naturelle. Il y en a, ils sont plus speed, ils ont une dynamique à l'intérieur plus rapide, d'autres, ils sont plus lents. Tu vois, vraiment, on a chacun, on va dire, un rythme mental différent. Et chacun, après, aura ses outils pour justement complémenter son bien-être. Et moi, la méditation, ça a été le meilleur outil que j'ai pu trouver pour moi. Après, pour d'autres, ça peut être le yoga, d'autres, ça peut être le sport, d'autres, tu vois, Oui, chacun bien après sûr. a ses outils. Mais moi, oui, la méditation,
sans aucun doute, ça a été ce qui m'a permis d'être beaucoup plus mature émotionnellement. Merci pour cet apport. Parce que non, c'est vrai que il faut trouver des outils justement pour pouvoir gérer ses émotions qui prennent souvent le dessus. Et on dit souvent que quand on agit dans l'émotion, bah, on prend rarement les bonnes décisions, on fait rarement les bonnes actions. Donc c'est important ce que tu dis, tu ne vas pas refuser l'émotion, l'accepter, déjà l'accepter, et puis après la dompter, hein, comme tu arrives à le faire, même si c'est pas, voilà, même si on sait Que je que il continue, y a on des moments où continue. les émotions, ouais, tu continues de travailler, quoi. Bah oui, on est des êtres humains, hein. On n'est C'est pas. ça. C'est clair. Du coup, bah, j'aimerais juste, en de la fin, hein, puisqu'on s'était fixé 1 heure et ça passe juste Exact. bah, pour clôturer un peu l'exercice que tu as fait, me dire un peu bah, qu'est-ce que tu as, quand tu te regardes dans les 5 ans à venir, là, qu'est-ce que tu te souhaites ou qu'est-ce que tu espères? Donc, ce que je souhaite, c'est c'est de me marier, construire ma famille avec Rita et lancer mon projet social. Je ne sais pas encore la structure, ce que c'est Ouais, concrètement, mais je sais que c'est une grande envie que j'ai en moi, c'est de lancer un projet social ou d'intégrer un projet social qui puisse combler mes envies, en fait, tout simplement. ok, t'as pas d'idée encore particulière, c'est juste tu sais que ça sera dans le social. Exactement, c'est aider les jeunes, en fait, à gérer leurs émotions, à être plus indépendants émotionnellement, psychologiquement et être heureux. Ça rejoint ce que tu dis justement tout ton parcours, est-ce que tu arrives à faire aujourd'hui? Et c'est vrai que si à 17 ans, il y avait eu le Mickaël de 32 ans qui serait venu, bah, là on voit que tu t'en es bien sorti, mais Mais, mais c'est pas toujours le cas malheureusement. Et c'est vrai que ça, peut-être une personne comme toi à maintenant aurait pu aider le Mickaël à 17 ans. mes gars, à 15 Une, ans, eh, une, une bonne baffe et ça serait parti. mais à 15 ans, j'aurais été tapé à ta porte, hein, direct. Fais-moi une session de coaching, c'est sûr et certain. Et bah pour ceux, justement, là, pour ceux qui seraient intéressés, hein, qui ont aimé un petit peu ton parcours de vie et ta philosophie, on mettra justement tes coordonnées en bas, ton Instagram, puisque tu es très actif sur Instagram, hein, même si c'est en portugais. Voilà, tu fais aussi des formations. Tu peux nous dire, tu as un site où tu fais des formations rapidement? Ouais, bah, j'ai deux formations en ligne, Ouais, auto-coaching. Donc, c'est basé sur la responsabilité, comment gagner de la motivation et faire ce qu'on a à faire et ce qu'on doit faire. Donc, voilà, et ça travaille aussi notre identité. Toi-même, tu sais, l'identité, c'est la base de notre chemin aussi pour conquérir ce qu'on veut conquérir. Et l'autre, c'est liberté intérieure. C'est tout en portugais. Et c'est pour travailler la partie émotionnelle un peu plus profonde, la partie spirituelle et mentale aussi, l'identité. En fait, ça touche vraiment toutes les structures de l'être humain, en fait. Elle est plus d'accord. complète. Et ça, il y a combien de durée pour chaque formation que tu as fait pour savoir un petit peu La, pour que... ouais, bien sûr. La première, donc auto-coaching, c'est 2 heures. Et la Ouais, liberté intérieure, c'est 3 heures. L'une, elle a 20, la première, elle a 20 vidéos. ouais, Et c'est plusieurs la modules en deuxième, fait. exactement plusieurs modules avec 20 vidéos. Et le deuxième, elle a 31 vidéos. Et après, chaque formation a des dossiers pour des exercices, pour travailler Très directement avec bien. les vidéos, etc. En fait. Ok, donc pour l'instant c'est disponible qu'en portugais. Ouais. Tu comptes peut-être, tu réfléchis en français ou pas du tout? Ouais, je réfléchis, mais rien de concret. Frérot, Ça, dé- Ça dépend après de la demande que tu as. ouais, exactement. Ok. Bon bah écoute, en tout cas on mettra ça en lien. Il y aura Je peut-être te remercie. ceux qui sont d'origine portugaise peuvent justement écouter. Il n'y a pas de traduction en bas pour l'instant. Non, mais je te remercie, c'est gentil, frérot. Ok, bon bah merci en tout cas, merci à toi pour ce premier podcast. Je suis vraiment honoré que tu aies accepté mon invitation. Vraiment, C'est moi qui ai un honneur. c'est pas pour rien que
tu as été le premier à être invité. Tu vois, toute cette résilience que tu as évoquée dans ton parcours. Hein, et tu vois, le podcast, je trouve qu'il porte bien son nom en commençant par toi, puisque tu es vraiment l'alchimiste de ta vie. Et voilà, moi, c'était ça que je voulais faire ressortir dans nos échanges, c'est que malgré tous les moments qu'on peut qualifier de difficiles, bah, tu en as toujours ressorti le positif. Et voilà, à des âges pas faciles, 15 ans, 17 ans, l'adolescence, là où on se cherche, bah, tu as toujours cru, finalement, tu as écouté ton toi intérieur. Et c'est ce qui fait que tu es bien aujourd'hui. Donc, ce qu'on peut te souhaiter, c'est que tu restes dans cette vibes, dans cette, euh, dans cette Merci, dynamique. frérot. Et c'est un honneur pour moi et ton projet, il est incroyable et c'est sûr il va marcher. Les gens, ils vont kiffer. Et Bah, écoute, likez et frérot, partagez. merci. Je te laisse Merci à retourner toi, mon puisqu'on l'a frère. interrompu dans ses vacances, vous voyez, et ça Merci. montre encore le grand cœur qu'il a. Retourne profiter sur les plages du sud du Portugal. Merci, mon frère. Gros bisous à toute la famille. Vas-y, à Gros bientôt, bisous. frérot. Bonne Ciao, soirée à ciao. toi. Merci à Bisous à Rita, toi. à tout le monde. Ciao, Ciao. ciao. Gros bisous. Merci. Ok.